Alors, bonjour à toutes et à tous. Après ces petits moments émotionnels forts qui peut-être sont la preuve de l'intitulé aussi de ces journées EBM, EBP ou EBH. Donc, on soigne aussi avec ce que l'on est, hein, avec, avec ce qu'on est, avec notre personnalité. Donc, honnêtement, c'était, avec le recul, un peu prétentieux de ma part d'imaginer un intitulé de cette nature. Heureusement, il y a le point d'interrogation qui me sauve. Comment peut-on esquisser le portrait robot d'un professionnel de santé idéal, mais en même temps, une des questions qui est posée après chacune de ces journées, c'est on pratique, qu'est-ce qu'on en tire en fait dans notre pratique quotidienne. Donc on va essayer tous ensemble d'esquisser ce portrait robot. Et honnêtement, je ne savais pas par quel bout m'y prendre en fait. Et puis il y a quelques jours, pas plus qu'une semaine, j'ai peut-être un petit éclair. Je me suis dit, et si effectivement, je me posais la question, professionnel de santé idéal aux yeux de qui? Et donc, effectivement, je me suis dit, un professionnel de santé, il est sous les feux de plusieurs projecteurs, en fait. D'abord, celui qui est au centre de nos considérations en tant que soignant, c'est le patient. Donc, aux yeux d'abord du patient, et puis ensuite aux yeux de la société, on verra, mais je vais simplifier parce qu'on n'a pas le temps, aux yeux des organismes assurantiels de la sécurité sociale, aux yeux du droit, de la réglementation et de la législation, aux yeux des autres professionnels de santé, et même par extension à tous les autres professionnels, hein, administratifs et autres dans un hôpital, on peut imaginer également, et puis aux yeux du professionnel lui-même. Donc on va essayer comme ça, j'ai fait quelques slides, une slide ou deux par, je vais dire par Perdieu, on va dire. Donc on va commencer par aux yeux du patient, qu'est-ce que ça serait un professionnel de santé idéal? Je vais changer même ce qu'il y a dans la diapo. Si c'est une maladie aiguë, on pourrait penser qu'il voudrait guérir. Donc, il y a des patients qui viennent avec leurs problèmes de santé et leur préoccupation première, c'est de guérir. Et c'est relativement imaginable quand c'est une maladie aiguë. Mais je vais faire une petite nuance tout de suite. C'est que tout dépend des patients, en fait. Quand un patient a l'annonce d'une maladie et vit une maladie, on sait tous qu'il peut recevoir l'annonce de la maladie de trois manières différentes. Soit comme un malheur qui lui tombe du ciel sur la tête, et donc il veut à tout prix s'en débarrasser. Donc celui-là va s'inscrire dans cette volonté, ce souhait de guérir. Donc pour lui, un professionnel idéal, ça serait celui qui va le débarrasser de cette chose qu'il ne veut pas. Et puis vous avez des patients qui, finalement, ils peuvent tirer un bénéfice secondaire. C'est l'exemple d'une personne qui a une lombalgie. Il aime les matchs de foot, il est vraiment féru de football. Et puis, en fait, cette lombalgie, c'est peut-être une aubaine, en plus c'est l'hiver, au lieu d'être sur les échafaudages, par exemple. Et bien, ce qu'il il souhaite, c'est que le soignant, le médecin, comprenne un peu ce bénéfice secondaire et peut-être lui prescrire un arrêt maladie pour pouvoir tranquillement suivre ses matchs de foot et être à l'abri des intempéries extérieures. Et puis, vous avez un patient qui va avoir plutôt une maladie chronique pour laquelle, malheureusement, il n'y a pas de solution de l'évincer, cette maladie chronique, mais ce que le professionnel de santé peut amener, c'est justement améliorer les capacités de ce patient à vivre avec sa maladie. Donc, le professionnel de santé va l'aider à améliorer ses capacités et donc, du coup, à améliorer sa qualité de vie. Qui dit améliorer sa qualité de vie, lui redonner la possibilité, le pouvoir d'agir, en fait. On a vu que la définition de la messe de la santé, c'est pas la santé, c'est pas que l'absence de maladie, mais c'est aussi la capacité
d'accomplissement de soi et de la capacité d'agir dans le monde dans lequel la personne évolue. Le professionnel de santé, ça serait aussi celui qui respecte la dignité de la personne qu'il a entre les mains, qu'il respecte ses normes socioculturelles. Et je pense par exemple au kinésithérapeute par rapport à ce lombalgique. Si c'est une personne qui a un rapport au corps, au toucher qui est particulière, eh bien peut-être il va privilégier une rééducation par de l'activité physique, son contact direct, ou à l'inverse, si c'est une personne pour laquelle le toucher est important, eh bien, il va plutôt appliquer des techniques manuelles, des techniques de corps à corps. Donc en fait, il va effectivement adapter son approche en fonction du registre socioculturel de la personne. Et puis effectivement, il y a cette notion de relation thérapeutique, de soins, donc la capacité d'établir une communication efficace, la possibilité d'être dans l'empathie. Alors, on n'a pas le temps de développer tous les modèles de la relation thérapeutique qui existent depuis Talcott Parsons, en passant par Friedson et en passant par le modèle actuel du partenariat patient-thérapeute, que certains appellent le modèle de l'angoisse partagée. On voit bien qu'en fait, cette relation thérapeutique que doit établir le professionnel de santé, ça doit être du sur-mesure en fonction de comment est le patient. C'est le patient qui va nous dicter si on doit être dans un modèle paternaliste, un modèle plutôt consensuel, un modèle du partenariat, etc. Donc, le professionnel de santé, c'est celui véritablement qui va prendre en compte la singularité de chacun de ces personnes qu'il a entre les mains pour adapter et concevoir un type de relation qui soit le plus adapté possible. Ensuite, on a dit que, aux yeux du patient, eh bien, le professionnel de santé idéal, c'est celui qui est capable d'identifier les modèles explicatifs de la maladie et de la santé du patient qu'il a en face. Je vous donne un exemple, je ne l'ai pas mis dans la biblio, il y avait, parce qu'il y est toujours, mais il est à la retraite, François Laplantine, qui est à Lyon, dans le 6e, qui a écrit un livre intitulé « Anthropologie de la maladie » où il a énuméré la quantité de modèles explicatifs de la maladie. Je vous en donne deux exemples, un peu extrêmes peut-être. Le modèle holistique et le modèle biomédical. Si le patient s'inscrit dans un modèle biomédical, pour lui, la maladie, elle est exogène, elle est maléfique et elle est exogène, maléfique et elle est tangible. Donc le mal est là, il est présent, il n'est pas imaginaire, il est exogène parce que les causes elles sont extérieures par définition. C'est à cause de l'extérieur qu'il est malade et il n'y a aucune idée que ça peut aussi provenir de lui, de son mode de vie, etc. Et maléfique, il ne voit rien de bon dans ce qui lui arrive. Et puis vous avez un autre modèle explicatif de la maladie qui est holiste, où le patient pense que ce qui lui arrive est fonctionnel, donc maladie fonctionnelle, maladie endogène, les causes il va les chercher en lui, et c'est peut-être le psychologue qui est le plus à même de résoudre son problème. Et puis, la maladie est bénéfique. Alors, on peut imaginer que ça puisse être bizarre. En fait, lors du premier ou du deuxième plan national anti-cancer, dans le journal de 20 heures, il y a eu un témoignage d'une dame qui est déléguée médicale chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein. Eh bien, elle voyait des choses positives dans ce qui lui arrivait. Elle dit, en fait, j'étais prise dans le tourbillon professionnel. Je traversais la France dans tous les sens. Et en fait, j'ai oublié que j'ai un mari, que j'ai des enfants qui m'aiment, qui ont besoin de moi, etc. Donc, en fait, la maladie leur ouvre les yeux sur des choses qu'il ne voyait pas, en fait. Donc, il voit des choses positives. Donc, en fait, le professionnel de santé idéal, c'est celui qui est capable d'identifier ces modèles-là pour proposer une prise en soin adaptée
au patient qu'il a envers lui. Donc, effectivement, être capable de prendre en compte les besoins psychosociaux des individus et pas uniquement traiter la maladie. Et tout le monde le sait, effectivement, chez les anglo-saxons, il y a la maladie avec les 3 déclinaisons. Disease, illness, e-sickness. Donc, être capable, effectivement, de prendre le patient dans sa globalité et il ne faut pas que ce soit que des mots. Je passe plus vite. Et, aux yeux de la société, et ben, vous savez, les sociologues considèrent que la maladie est une déviance, un peu au même titre que d'avoir des addictions à l'alcool, à la drogue, etc. Pourquoi? Parce que la société, ce dont elle a besoin, c'est des citoyens en pleine possession de leur force de travail, qui soient producteurs de richesse. La société, elle n'a que faire de personnes, on va dire, qui consomment des richesses, des biens et qui ne produisent pas. Ensuite, la société, donc elle attend de ce projet de santé qui le redonne, qu'il contribue à retrouver des citoyens producteurs qui fassent de la prévention, de l'éducation thérapeutique, promotion à la santé, etc. L'idée, c'est effectivement de les maintenir en activité et en capacité de production et donc même pas avoir de parenthèse, d'interruption en fait de cette capacité de production. Et puis on peut aussi, alors je vais dire un mot, mais on pourrait penser que, vous savez, il y a beaucoup de sociologues qui ont, comme Michel Foucault, etc., dans les sociétés occidentales, l'institution médicale, elle a grossi, elle a pris beaucoup de place par rapport à d'autres institutions. Et on pourrait penser que le seul objectif des gens qui nous gouvernent, c'est le bien-être des citoyens. C'est pas toujours ça, hein. Effectivement, il peut y avoir de ça, mais il y a d'autres objectifs non avoués. Mais si on peut imaginer que, effectivement, il y a des politiques publiques qui sont mises pour l'intérêt de la collectivité, eh bien, on pourrait penser effectivement que la société cherche aussi à avoir des professionnels de santé qui seraient idéaux dans le sens où ils amélioreraient le bien-être, le sentiment de bien y vivre dans cette société. Et puis, maintenant, aux yeux des organismes assurantiels et de la sécurité sociale, on a parlé du modèle de SECAT aujourd'hui, hier, etc. Mais me semble-t-il quand même, et d'ailleurs Florence Weber l'a souligné par rapport au mot préférence, c'est bien de savoir quelle est l'origine des modèles, etc. C'est quand même un modèle qui a été imaginé par des économistes et l'idée c'est de faire des économies en fait. Et aussi pour les assurances, que les professionnels de santé n'engagent pas leurs responsabilités et qui occasionnent des coûts et que les assurances doivent assumer. Donc, effectivement, le professionnel de santé idéal, c'est celui qui respecte bien les directives et les données probantes, qui n'engage pas sa responsabilité pour justement faire cette économie. Et puis, au niveau de la sécurité sociale, il y a aussi l'idée que, vous savez, en économie, ce qu'on enseigne dans l'économie, c'est que les ressources sont rares. Et donc, il faut y prendre soin. Pas de gaspillage. Avoir en fait cette notion aussi d'efficience pour aussi permettre la pérennité du système de santé. Ensuite, par rapport justement au droit, alors tout à l'heure, Guillaume a parlé du droit, et puis on a aussi entendu parler aussi tout à l'heure dans les échanges du consentement. J'ai réfléchi à ce que je le dis, moi je reste sceptique par rapport à ce consentement éclairé qu'on fait signer à chaque patient pour une chirurgie, etc. Ça part d'un bon sentiment, ça a le mérite d'exister, c'est sûr. Autrefois, on ne demandait pas du tout aux personnes qu'on a en soins est-ce qu'ils sont d'accord ou pas
qu'on applique telle technique diagnostique ou tel soin. Donc ça a le mérite d'exister. Mais franchement, moi-même, j'ai vu bénéficier de certains actes opératoires. Il faut quand même avoir bac 8, plus 10. Et encore, il faut être du métier pour décortiquer vraiment tous les risques indésirables, machin, qu'il y a dans telle ou telle chirurgie. Est-ce que c'est à la disposition, aux capacités de chacun, de tout un chacun pour décoder et saisir véritablement, et donc pour que sa signature soit vraiment en toute connaissance de cause. Vous allez me dire, Guillaume l'a dit, il y a des questionnaires où on les accompagne pour l'expliquer. Vous savez, je ne sais plus qui l'a dit, je sais qu'il date du XVe siècle, je sais qu'il est français. Il a dit la chose suivante, traduire, c'est trahir. Vous savez, déjà l'écriture, c'est une traduction. Et quand on doit traduire des mots complexes de médecine en langage accessible à tous, on est tous d'accord qu'il y a des éléments qui vont se perdre dans l'explication. À chaque fois qu'on veut simplifier, on l'a dit encore hier avec Arnaud Choplin, toute simplification est une réduction de la réalité. Donc voilà, c'est juste une question que je vous partage. Est-ce que le consentement éclairé est véritablement éclairé? Et ensuite, il y a aussi une autre question. Franchement, lors du dernier acte que j'ai eu là, dans un hôpital, c'est à se poser des questions, j'y vais ou j'y vais pas. Parce que quand vous devez signer un consentement équilibré qui vous dit vous risquez d'avoir un AVC, ah oui, il y a 1%, et puis si vous signez aussi vous avez signé des, comment ça s'appelle, les machines anticipées là, les directives anticipées. Est-ce que vraiment je vais y aller? Donc je ne sais pas, en fait, il faut le dire aussi, ça a été fait, tout ce dispositif d'engagement, de consentement éclairé pour protéger les professionnels de santé. Parce qu'il y a eu un peu... Ça commence aux États-Unis, généralement, transatlantique, et puis ça arrive en France, et puis oh là là, il faut peut-être que je me protège. Et donc, c'est une question. Et puis, effectivement, toujours dans cet élément-là, eh bien, il faut respecter la déontologie, respecter pour chacun des professionnels leur... cadre dans lequel ils doivent évoluer. Et puis, en fait, pour chacun des professionnels, il y a cette dialectique entre autonomie professionnelle et responsabilité juridique qu'on peut avoir. Et puis, aux yeux maintenant des autres professionnels. Hier, Myriam Leclerc, elle a fait une intervention autour de l'interdisciplinarité. Alors, il y a un débat, est-ce que il s'agit d'interdisciplinarité ou d'interprofessionnalité? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, effectivement, il a parlé de l'OMS, de plein d'organes comme ça, qui incitent à l'interdisciplinarité. Et donc, pour les autres professionnels, un professionnel de santé idéal, c'est celui déjà qui est compétent, qui coopère, qui pense vraiment que chez les autres, que lui, il y a des compétences qu'il est pertinent d'aller mobiliser. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit lors de la table ronde hier après-midi. En fait, il va reconnaître que un professionnel de santé ne peut pas tout. Il est important. Et puis, ce sont les regards croisés, donc l'assistante sociale, le travailleur social, l'infirmière, le médecin, le ergothérapeute, etc. Donc, c'est toutes ces différentes contributions, ces différents regards qui permettent véritablement d'avoir une prise en soin holistique et donc bénéfique pour le patient, qui va réduire les risques pour le patient et puis proposer une rééducation, une prise en soin la plus optimale possible. Et donc, le travail d'équipe, effectivement, ça ne s'invente pas. Et on a parti avec Myriam Leclerc. On partageait finalement la même ambition. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans les dispositifs de formation,
les formations, elles sont, comment dire, cloisonnées, et puis on imagine un module d'interprofessionnalité. À quand, en fait, une formation où tout le monde est admis, hein, et, donc, en fait, que l'interdisciplinarité ou l'interprofessionnalité, il faut qu'elle soit tout le temps et pas juste un module qu'on va insérer dans un dispositif global. Et puis enfin, aux yeux du professionnel lui-même, c'est qui ce professionnel de santé idéal pour lui-même, en fait, hein, vis-à-vis de lui-même. J'ai mis, en fait, c'est un patient qui cultive la culture qui est de l'éthique du care. On l'a vu hier avec Philippe Forêt. L'éthique du care, alors je rajouterai quelque chose par rapport à ce qu'il voulait dire, mais il était limité par le temps. En fait, si vous voulez, il a parlé de Gilligan, de Tronto, etc. La différence, c'est que au départ, les valeurs morales, c'était des valeurs un peu génériques, des valeurs de justice, etc. Et en fait, Tronto et puis les travaux qui ont suivi, en fait, c'est on œuvrait travailler sur la déclinaison pratique de ces valeurs. Et donc, pour le professionnel de santé idéal, ça serait celui qui va, au-delà des besoins de rééducation générique ou des besoins de santé générique, va s'intéresser à identifier ce qu'on appellerait des besoins spécifiques. Et ces besoins spécifiques, l'EBM ne peut pas les formaliser, parce que le propre du care, c'est que le care, il est approprié à chacune des situations. Toute situation étant unique, on ne peut pas transposer un care d'une situation à une autre. Et puis donc ce professionnel de santé idéal, ça serait quelqu'un qui effectivement, dans sa pratique, va essayer d'allier. J'ai mes 4 paramètres, donc c'est pas la triangulation de l'EBM, c'est un petit peu plus. Effectivement, c'est quelqu'un qui est en constante, le développement professionnel continue, en constante quête des nouvelles données probantes de la science qu'il va essayer d'intégrer à sa pratique quotidienne. C'est quelqu'un qui va chercher à identifier les savoirs expérientiels des patients, et comme l'a dit Ève, les savoirs expérientiels rares, et comme elle l'a très bien expliqué, et j'ai un exemple, j'ai fait une enquête de terrain ethnographique auprès de femmes après cancer du sein dans un programme de réadaptation post-cancer. Franchement, c'est pas évident de faire expliciter à ces femmes tous les savoirs expérientiels qu'elles ont mis en œuvre. Et donc, elles-mêmes, elles ne peuvent pas l'expliciter, ou c'est pas facile. Et donc, c'est beaucoup de travail pour parvenir à les faire expliciter, et puis et à travers l'observation ethnographique, une étude pour arriver à approcher ces savoirs expérientiels rares, mais ils sont complémentaires des données probantes et puis des savoirs expérientiels du professionnel lui-même. Ce qu'on peut appeler l'expertise clinique, parce qu'effectivement, l'expérience, un professionnel qui a de la bouteille, 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans d'expérience, et quand elle est suivie de feedback et de réflexivité, naturellement, il a un bagage supplémentaire que peut-être le professionnel de santé en début de carrière n'a pas. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui va faire que ce professionnel de santé va être idéal aux yeux de lui-même. Et puis, il y a une autre dimension, c'est qu'on ne peut pas être un soignant idéal si nous-mêmes on n'est pas bien, si on ne pense pas à l'auto-soin, à sa propre santé.
éviter l'épuisement professionnel, éviter... Donc en fait, clairement, un professionnel de santé, il faut aussi il faut qu'il soit en fait à l'écoute de lui-même pour pouvoir effectivement être en permanence en capacité d'être toujours, comme le dit dans le cadre, dans la sollicitude. Avant de prendre soin des autres, il faut d'abord commencer à s'occuper de soi-même, comme le dit la tradition chrétienne, non? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut mobiliser là. Et donc, en conclusion, le professionnel de santé idéal, il faut qu'il soit effectivement, il faut qu'il fasse la synthèse de toutes ces attentes-là. L'attente des patients, parce qu'ils sont singuliers, ils ne veulent pas du prêt à appliquer. Ils ne veulent pas des recettes à appliquer. Ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent qu'on leur propose quelque chose qui colle à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils attendent. Donc la singularité qui va avec les attentes. Aux yeux de la société, il faut qu'ils pensent véritablement à ce souci de remettre sur pied des personnes pour être force de travail. Et puis, s'il peut participer au bien-être, ça serait quand même formidable. Ensuite, aux yeux des organismes assurantiels et sécurité sociale, l'économie, pas de dépassement d'honoraires, pas de séances pour rien. Et s'il fait vraiment de la prévention, il va participer à préserver le système de santé parce que il a ce souci-là, en fait, il a cette responsabilité sociale qu'il assume. Et puis on l'a pas vu, c'était dans la diapo, mais je l'avais pas dit, mais donc qu'il soit intègre vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques qui peuvent peut-être un peu l'influencer dans ses prescriptions. Et il doit être aussi dans cette éducation, dans cette prévention. Il doit aussi donc dans cette économie et responsabilité. Si on prend vis-à-vis du droit et de la législation et de la réglementation, il faut effectivement que ce soit quelqu'un qui respecte scrupuleusement, j'ai envie de dire, les recommandations. Chaque profession a là clairement un cadre dans lequel chaque professionnel doit évoluer. Donc il faut qu'il essaye de respecter cela. Et puis pour les autres professionnels, donc un travail de collaboration, de coopération, un travail d'équipe est attendu par ces autres professionnels. Et puis on l'a vu pour soi-même, il faut effectivement qu'il pense à lui-même et puis qu'il cultive cette culture du care pour être coller le plus étroitement aux attentes du patient. Donc il faut en fait faire cette synthèse pour répondre à toutes ces attentes. Et je vous remercie. Et voilà, s'il y a des questions, je répondrai.